Bonjour, bien, bonsoir. Donc, deuxième partie de notre précédente vidéo sur les hôpitaux auxiliaires et militaires. Donc, aujourd'hui, on va se consacrer à cette avancée majeure qui a changé le cours de la médecine moderne et qui sont encore plus ou moins utilisées à l'heure actuelle. Un nouvel antiseptique, l'eau de Daquin. Henri Drysdale Daquin est un chimiste britannique et Alexis Carrel est un chirurgien vasculaire français, spécialiste des traitements des plaies de guerre. C'est une des urgences de la chirurgie, nettoyant et désinfecter les plaies afin de limiter la prolifération des bactéries. L'eau de Daquin va limiter les efforts de la gangrène gazeuse et va contribuer à la guérison de nombreux soldats. Certains chirurgiens s'en servent également pour nettoyer leurs instruments. Cependant, elle devait être conservée à l'abri de la lumière. La mortalité des soldats est divisée par 2 par la simple utilisation de l'eau de Daquin. La vaccination, j'ai beaucoup de mal, désolé, contre les typhoïdes. En 1915, ce sont déjà 100 000 cas de fièvre typhoïde qui sont recensés, dont 15 000 décès. La typhoïde est une bactérie présente dans l'eau ou dans les aliments contaminés. La fièvre fait des ravages parmi nos soldats. Une loi française datant de 1914 la rend obligatoire, mais c'est bien la guerre qui va rendre plus efficace la campagne de vaccination pour tous les soldats. S'ajoutant une rivalité entre 2 laboratoires de prestige, l'un civil, l'Institut Pasteur, l'autre militaire, le laboratoire de Val-de-Grâce. La transfusion sanguine. Avant la Première Guerre mondiale, la transfusion sanguine est déjà connue, mais elle se pratique d'homme à homme. Technique impossible en temps de guerre pour les blessés. Mais aussi en termes médicaux. Imaginez une transfusion sanguine sur une pluie d'obus. Impensable. Le médecin belge Albert Houston va trouver la solution et découvre la propriété anticoagulaire du sécrate de soude et permet ainsi au sang d'être collecté, enfin d'être transporté au plus près des combats. Et comme le système de compatibilité entre donneur et receveur est connu depuis une douzaine d'années, la transfusion sanguine est enfin rendue possible. La radiologie. Marie Curie a eu à 2 reprises 2 prix Nobel sur ses découvertes sur les radiations et le radium. En août 1914, Marie voit l'intérêt des rayons X pour repérer les éclats d'obus dans le corps des blessés. Avec autorisation de l'armée, elle part sur le front avec des appareils de radiologie et va également former les médecins à cela. Durant 2 ans, elle ira s'installer des services de radiologie dans des hôpitaux de l'arrière-front. Elle finissera 18 voitures équipées de radios qu'on nommera les Petits Curie. Sa fille Irène reprendra le flambeau après. En 1918, ce sont 850 postes fixes et mobiles qui seront mis à la disposition de l'armée et un peu plus d'1 million de blessés seront secourus. La médecine de reconstitution ou réparatrice. Réparer les gueules cassées devient un des défis des chirurgiens. Les chirurgiens américains auront même fait une devise. Le droit à une apparence humaine leur en donnera leur dignité. Le premier outil pour les médecins est le prélèvement d'os, de peau, de chair et de cheveux. Pour pouvoir reconstituer le visage pour la greffe, les chirurgiens feront des essais pour ajuster leur technique sur les malheureux cobayes vivants. Les protocoles existent encore aujourd'hui. Le 15 octobre 1914, le premier cabinet dentaire de campagne s'installe à Clermont en Argonne, mais aussi le premier d'Orel dirigé par le professeur Émile Jules Moret à l'hôpital temporaire numéro 15 de Tolence. Si les greffes ne sont pas possibles, les médecins ont alors recours aux prothèses, parfois imaginaires, par de faux nez, par exemple, ou les prothèses optiques. On va s'arrêter là. 3e partie, on continue. On commencera avec la médecine d'urgence. À très bientôt, mes amis.